À travers toute l'histoire de l'humanité, il y a eu un type de soldat, entre guillemets, dont le sort est scellé au moment où ils sont capturés. Nous allons vous montrer pourquoi les espions ont toujours été traités différemment de tout autre combattant et pourquoi tant d'entre eux se sont assurés de ne jamais pouvoir être pris vivants. Quand les gens pensent à l'espionnage, ils imaginent généralement des agents de la guerre froide en trench coat ou des gadgets high-tech de films d'espionnage. Mais la vérité est que l'espionnage est essentiellement aussi vieux que la civilisation elle-même. Au moment où nous, humains, avons commencé à former des tribus et des royaumes, nous avons compris que si nous savons ce que notre ennemi planifie avant qu'il ne le fasse, nous pouvons le battre. Donc, savoir où l'ennemi était faible ou si ses troupes étaient confiantes ou déjà en train de se désintégrer de l'intérieur, pouvait valoir plus que des milliers de soldats sur le champ de bataille. Une seule information au bon moment pouvait littéralement décider si votre civilisation survivait ou était effacée de la carte. Les anciens Égyptiens avaient déjà des agents appelés les yeux du pharaon qui surveillaient les puissances rivales, développaient des codes secrets et des encres invisibles, et ont même été les pionniers de l'utilisation des poisons pour les assassinats. À peu près tout ce que les espions feraient pendant les quelques milliers d'années suivantes. Mais c'est le théoricien militaire chinois Sun Tzu qui a vraiment mis tout cela en système. Il a écrit L'art de la guerre il y a plus de 2000 ans. Et dedans, il soutenait que rester ignorant de votre ennemi était essentiellement inhumain. Son raisonnement était que cela mène à des guerres plus longues, et que des guerres plus longues tuent plus de gens. Donc, de son point de vue, dépenser pour les espions était en fait la chose morale à faire. Maintenant, Sun Tzu a divisé les espions en 5 catégories basées sur ce qu'ils faisaient réellement. Les espions locaux étaient des gens ordinaires que vous recrussiez en territoire ennemi, qui avaient une connaissance de la région et de la population. Les espions internes étaient des officiels ennemis que vous aviez retournés de votre côté, généralement en les payant sous une forme quelconque. Les espions convertis étaient ce que nous appellerions aujourd'hui des agents doubles, c'est-à-dire des espions ennemis que vous capturiez, puis que vous retourniez d'une manière ou d'une autre pour qu'ils transmettent de fausses informations à leur propre maître tout en recueillant de vraies informations pour vous. Ensuite, il y avait les espions survivants, les agents d'élite qui pouvaient entrer dans le quartier général ennemi et en revenir vivants pour rapporter ce qu'ils avaient appris. Mais il y a la 5e catégorie que Sun Tzu appelait les espions condamnés. C'étaient des agents sacrifiables auxquels vous donniez délibérément de fausses informations, sachant parfaitement qu'ils seraient capturés et tués, mais seulement après avoir révélé vos faux plans à l'ennemi, très probablement sous la torture. Vous sacrifiez essentiellement vos propres gens dans le cadre d'une tromperie. Et cela était considéré comme une stratégie complètement acceptable. Sun Tzu a même écrit que si un espion divulguait des secrets, l'espion et quiconque il l'avait dit devaient être tués immédiatement. Donc, dès le début, les espions jouaient un jeu où les règles acceptaient ouvertement leur mort, comme juste une autre partie de la stratégie. Déjà, à travers la période médiévale, les espions capturés faisaient face à des sorts horrifiques. La torture était une pratique standard, parce que les autorités croyaient que personne ne pouvait maintenir un mensonge sous une douleur extrême. Donc, si vous étiez un espion, non seulement vous risquiez d'être tué, mais vous risquiez la pire mort possible, imaginable, conçue pour vous briser de toutes les façons avant que vous ne mouriez finalement. Et cela resterait la politique du métier pendant très longtemps. Comme vous êtes sur le point de le voir, pendant des milliers d'années, l'espionnage se déplaçait à vitesse humaine. Les agents voyageaient à pied ou à cheval, et les messages étaient transportés par coursier à travers les lignes ennemies. Mais au moment où la Première Guerre mondiale a commencé, la technologie avait tout changé et rendu les espions plus précieux que jamais. Également, en même temps, des lois ont été introduites permettant aux espions d'être légalement tués lorsque capturés. Voyez-vous, les soldats qui combattent en uniforme tout en portant ouvertement des armes sont considérés comme des combattants légaux selon le droit international. S'ils sont capturés, ils deviennent des prisonniers de guerre avec certaines protections, du moins sur le papier et dans des conditions normales, si vous avez la chance d'être capturé par une unité normale et non psychopathe. Les prisonniers de guerre ont droit à la nourriture, au logement et aux soins médicaux, et ils ne peuvent pas être exécutés simplement pour avoir combattu de l'autre côté. Mais les espions sont traités complètement différemment. Les règles définissent spécifiquement un espion comme quelqu'un agissant sous de faux prétextes pour recueillir des informations. Le mot-clé ici est déguisement. Un soldat en uniforme qui se faufile derrière les lignes ennemies pour observer les mouvements de troupes est techniquement un éclaireur, pas un espion, et il obtient toujours les protections de prisonnier de guerre s'il est capturé. Mais au moment où vous mettez des vêtements civils, ou pire, un uniforme ennemi, vous avez franchi une ligne qui change tout. Vous utilisez la tromperie et vous violez la règle de base entre guillemets qui garantit que tout le monde sait qui combat et qui est civil. Eh bien, le raisonnement derrière tout cela était que ce genre de tromperie est si dangereux pour tout le système de guerre qu'il mérite la punition ultime.
L'article 30 de la Convention de La Haye exigeait qu'un espion pris sur le fait ne soit pas puni sans procès préalable. Donc, il ne pouvait pas simplement vous tirer dessus sur place au moment où il vous attrapait. Mais après ce procès, l'exécution était entièrement légale selon le droit international. Il n'y avait rien que quiconque puisse faire pour vous sauver. Un bon exemple de cela est Karl-Hans Lodi, un officier de marine allemand qui a été envoyé espionner en Grande-Bretagne en 1914. Il avait essentiellement zéro formation pour ce genre de travail et a été attrapé presque immédiatement. Il est devenu le premier espion exécuté à la Tour de Londres en plus de 150 ans. Même ses bourreaux britanniques ont dit qu'il faisait face au peloton d'exécution avec une telle dignité qu'ils auraient souhaité ne pas avoir à lui tirer dessus. Mais les règles étaient claires. La Première Guerre mondiale a établi que l'espionnage était maintenant en partie une question de technologie, d'interception des communications et de déchiffrage de codes et de coupure de câbles sous-marins pour isoler votre ennemi. Mais la Première Guerre mondiale n'était vraiment que l'échauffement pour ce qui allait venir. La Seconde Guerre mondiale allait tout porter à une échelle qui n'avait jamais été vue auparavant, avec des réseaux d'espionnage s'étendant sur des continents entiers et des opérations qui pouvaient changer le cours de tout. Le conflit. Et une fois que vous verrez ce qui attendait les espions capturés dans cette guerre, vous comprendrez pourquoi tant d'entre eux portaient de petits dispositifs cachés sur leur corps conçus pour mettre fin à leur propre vie. C'est parce que la mort de votre propre main commençait à ressembler à la meilleure option que ce qui vous attendait aux mains de l'ennemi. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté en septembre 1939, il est devenu clair que des technologies nouvelles et complexes, comme le radar, les fusées, et finalement les armes atomiques seraient le facteur décisif entre la victoire et la défaite. Le camp qui savait ce que l'autre planifiait détenait maintenant un avantage plus grand que jamais. Chaque grande puissance a rapidement développé ses propres organisations de renseignement pour mener cette guerre de l'ombre. La Grande-Bretagne avait le MI6 et le MI5, et quelque chose d'entièrement nouveau appelé le Special Operations Executive, dont le travail était de mener des sabotages et de soutenir les mouvements de résistance à travers l'Europe occupée par les nazis. Les États-Unis ont créé l'OSS qui était la première agence de renseignement américaine indépendante de l'histoire, et l'Allemagne avait l'Abwehr pour le renseignement militaire, plus la SS et la Gestapo pour la d'OSS. Sécurité intérieure et l'application politique. Maintenant, les agents qui parachutaient dans l'Europe occupée faisaient face au même danger d'être exécutés que nous avons discuté plus tôt. Mais ce qu'ils craignaient vraiment était la torture par la Gestapo, qui était déterminée à extraire des informations sur les réseaux de résistance avant de finalement tuer leurs prisonniers. Et la Gestapo était devenue très habile à briser les gens. À cause de cela, les agents du Special Operations Executive étaient enseignés que s'ils étaient capturés, ils devaient essayer de rester silencieux pendant l'interrogatoire, pendant au moins 48 heures. Durant ce temps, tous ceux qui avaient été en contact avec l'agent arrêté étaient censés déménager vers un nouvel emplacement et couvrir leurs traces. Certains agents ont réussi à tenir bon à travers la torture. La plupart d'entre eux ne l'ont pas fait, et personne ne pouvait vraiment blâmer ceux qui ont craqué parce que les méthodes utilisées contre eux étaient au-delà de ce que n'importe quel humain peut endurer. Le taux de perte parmi ces agents opérant en France était stupéfiant. Sur les quelques 470 agents envoyés dans le pays, 118 ne sont jamais revenus. Beaucoup d'entre eux ont subi une torture prolongée avant d'être finalement tués. Et ceux qui ont survécu et sont rentrés chez eux ont porté leurs expériences pour le reste de leur vie. Exactement. À cause de cette partie du travail, l'une des inventions les plus sombres de l'espionnage a été créée, quelque chose appelé la pilule L. Le L signifiait létal. C'était une capsule ovale à peu près de la taille d'un pois faite d'une ampoule de verre à parois minces recouverte de caoutchouc brun pour protéger contre la casse accidentelle. À l'intérieur se trouvait une solution concentrée de cyanure de potassium. Si un agent mordait fort sur la capsule, le verre se brisait et libérait le cyanure. Il arrête presque immédiatement le cœur et la mort suit en quelques secondes. Il n'y avait pas de retour en arrière si vous choisissiez de l'utiliser. Les agents opérant dans l'Europe occupée portaient ces pilules systématiquement comme partie de leur équipement standard. Elles étaient cousues dans les cols de chemise ou cachées dans les boutons de manteau pour que l'agent puisse les atteindre avec sa bouche et mordre dedans s'il était capturé. Une mort rapide par votre propre choix était simplement préférable à ce que la Gestapo vous ferait pendant des jours ou même des semaines dans une quelconque salle d'interrogatoire au sous-sol, avec finalement le même résultat. La fin. La pilule de cyanure est devenue si étroitement associée à l'espionnage pendant cette période que même les hauts nazis les portaient. Heinrich Himmler, le chef de la SS lui-même, a mordu dans une capsule de cyanure dissimulée quelques jours seulement après avoir été capturé par les forces britanniques.
Puis il y avait de l'équipement dérangeant et créatif, comme par exemple des rouges à lèvres avec des compartiments secrets cachés en dessous conçus, soit pour contenir une pilule de cyanure, soit une arme quelconque. Il fabriquait des clés en fer qui se dévissaient au bout pour révéler des centres creux, pour passer en contrebande des messages ou cacher du poison. Et pour le travail d'assassinat à courte portée, ils ont développé quelque chose appelé le Welrod, qui était sans doute le pistolet à silencieux le plus silencieux jamais fabriqué. L'arme n'avait aucune marque de fabricant, car elle devait être complètement niable si capturée. Quand pressé directement contre une cible et tiré, le Welrod était presque complètement silencieux, décrit comme plus silencieux qu'un claquement de doigts. L'extrémité du canon était légèrement creusée pour qu'il puisse être pressé fermement contre un corps sans glisser. Maintenant, pendant que la Grande-Bretagne envoyait des agents en Europe, l'Allemagne essayait de faire la même chose en sens inverse. Après que l'Allemagne a lancé sa campagne d'espionnage contre la Grande-Bretagne, les agents ont commencé à arriver par divers moyens. Certains parachutaient sous le couvert de l'obscurité. D'autres arrivaient sur le rivage depuis des sous-marins ou voyageaient à travers des pays neutres en se faisant passer pour des réfugiés fuyant la guerre. Mais ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que le Mi-5 en a attrapé presque tous. Le contre-espionnage britannique était assez bon, et la petite île rendait difficile d'opérer sans être détecté pendant longtemps. Une fois capturés, ces espions allemands faisaient face à un choix simple, exécution ou trahison. Ils étaient emmenés dans une installation d'interrogatoire spéciale où les interrogateurs extrayaient leurs histoires de vie complètes par des questionnements implacables. Après cela, les agents étaient soit emprisonnés pour la durée de la guerre, exécutés comme espions, ou offerts la chance de changer de camp et de devenir des agents doubles travaillant pour la Grande-Bretagne. Ceux qui acceptaient de se retourner voyaient leur équipement radio remis en place, et ils commençaient à transmettre de la désinformation soigneusement élaborée à leurs contrôleurs allemands, comme si rien ne s'était passé. Cela est devenu connu comme le système de la double croix, et c'était l'une des opérations de tromperie les plus réussies de l'histoire de la guerre. L'Abwehr, qui était le renseignement militaire allemand, croyait avoir un vaste réseau d'espionnage opérant à travers la Grande-Bretagne et envoyant des rapports précieux. Mais en réalité, chaque message que leurs agents envoyaient était écrit par des officiers du renseignement britannique. Les Allemands prenaient des décisions basées sur des informations que leurs ennemis avaient spécifiquement conçues pour les tromper. L'agent double le plus célébré issu de ce système était un homme d'affaires espagnol nommé Juan Pujol Garcia qui a reçu le nom de code Garbo. Il détestait tellement le totalitarisme qu'il a en fait approché le renseignement britannique de son propre chef et offert d'espionner pour eux. Il a été rejeté, mais ensuite il est d'une manière ou d'une autre devenu un espion allemand et est retourné voir les Britanniques et a offert ses services à nouveau maintenant comme agent double, et cette fois il a été accepté. En 1944, il avait créé un réseau entièrement fictif de 26 sous-agents qui opéraient soi-disant à travers la Grande-Bretagne en recueillant des renseignements. Aucune de ces personnes n'existait réellement. Mais les rapports que Garbo envoyait sur leurs activités étaient si détaillés et convaincants que les Allemands trouvaient ces renseignements extrêmement précieux. Ils lui faisaient tellement confiance qu'ils lui ont en fait décerné la Croix de Fer pour son service au Reich. Pendant ce temps, les Britanniques lui ont décerné un MBE pour son service à la couronne. Il est l'une des seules personnes de l'histoire à être décorée par les deux camps de la même guerre. Les renseignements du système de la double croix se sont révélés cruciaux quand le moment est venu pour le jour J. Les Alliés devaient convaincre les Allemands que la vraie invasion frapperait la région du Pas-de-Calais dans le nord de la France plutôt que les plages de Normandie, où ils prévoyaient réellement de débarquer. Donc, les agents doubles ont commencé à transmettre des informations sur une armée fantôme supposément commandée par le général Patton, complète avec des chars gonflables et de l'équipement factice qui avait l'air complètement réel sur les photographies aériennes. La tromperie a fonctionné mieux que quiconque ne l'avait espéré. Hitler était si convaincu que Calais était la vraie cible qu'il a refusé d'envoyer des renforts en Normandie pendant 7 semaines après que le jour J se soit réellement produit. Il a continué à attendre une invasion à Calais qui n'allait jamais venir. Et au moment où il a réalisé son erreur, les Alliés s'étaient déjà fermement établis sur le continent. Maintenant, les Allemands ont tenté leur propre opération de tromperie plus tard cette même année pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944. Hitler a sélectionné un chef commando nommé Otto Skorzeny pour mener des soldats allemands parlant anglais habillés en uniformes américains capturés derrière les lignes alliées. L'idée était de répandre la confusion et le chaos pendant l'offensive allemande, mais l'opération a été en proie à des problèmes dès le début. Skorzeny avait demandé des soldats qui pouvaient parler anglais comme des Américains natifs. Mais l'armée allemande ne pouvait fournir qu'environ 10 hommes qui parlaient réellement le dialecte américain couramment. La plupart des autres avaient des accents qui les trahiraient immédiatement sous tout vrai soupçon. Pourtant, environ 44 hommes en uniforme américain ont réussi à passer et à causer de vrais problèmes.
Ils ont coupé les lignes de communication, changé les panneaux routiers pour envoyer des convois dans la mauvaise direction, et répandu le chaos à travers les zones arrières alliées. Mais leur plus grand impact est en fait venu de la paranoïa qu'ils ont créée. Une fois que le mot est sorti que des Allemands en uniforme américain opéraient derrière les lignes, des postes de contrôle de sécurité sont apparus partout. La police militaire américaine a commencé à cuisiner quiconque passait avec des questions sur les scores de baseball, les capitales d'État et l'identité de la petite amie de Mickey Mouse. Si vous ne pouviez pas répondre correctement à ces questions sur la culture américaine, vous étiez immédiatement suspect. La paranoïa est devenue si intense que le maréchal britannique Montgomery a en fait eu les pneus de sa Jeep crevés par des soldats américains terrifiés qui ne croyaient pas qu'il était qui il disait être. Les infiltrés allemands qui ont été capturés pendant cette opération ont fait face à une justice sommaire. Selon les lois de la guerre que nous avons discutées plus tôt, les soldats qui opéraient en uniforme ennemi pouvaient être exécutés comme espions. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Les Américains ont appliqué ces mêmes règles sur leur propre sol également. En juin 1942, 8 saboteurs allemands ont débarqué par sous-marin sur les plages de Long Island et de Floride dans le cadre d'une opération que les Allemands appelaient Pastorius. Ils portaient en fait des uniformes de la marine allemande pendant le débarquement lui-même pour pouvoir revendiquer le statut de prisonniers de guerre s'ils étaient capturés immédiatement. Mais ensuite, ils se sont changés en vêtements civils une fois arrivés sur le rivage. L'un d'entre eux, cependant, a eu des doutes sur toute la mission presque immédiatement après le débarquement. Il s'est livré au FBI et a trahi les 7 autres membres de l'équipe. 6 d'entre eux ont été exécutés par chaise électrique. L'Abwehr a été tellement ébranlé par l'échec complet de cette opération qu'il n'a jamais tenté une autre mission de sabotage sur le sol américain pour le reste de la guerre. Mais aussi élaboré et mortel que ces opérations de la Seconde Guerre mondiale étaient, le jeu d'espionnage était sur le point d'entrer dans une phase entièrement nouvelle. La guerre froide allait apporter des réseaux d'espionnage qui s'étendaient sur le globe entier. Des défecteurs idéologiques prêts à trahir leur propre pays pour des croyances ou de l'argent, et des agences de renseignement avec des ressources et une portée qui éclipsaient tout ce qui était venu avant, et les enjeux seraient plus élevés que jamais, parce que maintenant les deux camps avaient des armes nucléaires et les conséquences d'être attrapés étaient sur le point de devenir encore plus sévères. Donc, quand les États-Unis ont largué leur première bombe atomique sur le Japon en août 1945, le dirigeant soviétique Joseph Staline en savait déjà plus sur cette nouvelle arme dévastatrice que la plupart des politiciens américains. Les agents soviétiques avaient réussi à occuper des positions de confiance au sein du projet Manhattan lui-même, et ils avaient transmis des informations techniques détaillées sur la conception de la bombe directement à Moscou pendant des années. Les Américains pensaient avoir le secret le plus étroitement gardé de l'histoire humaine. Ils avaient tort. Les conséquences de cette trahison sont devenues apparentes quand l'Union soviétique a fait détonner sa propre bombe atomique en août 1949, seulement 4 ans après Hiroshima. Le renseignement américain était stupéfait. Ils avaient estimé qu'il faudrait aux soviétiques au moins une autre décennie pour comprendre comment en construire une. Mais la bombe soviétique était essentiellement une réplique de l'arme qui avait été larguée sur Nagasaki, construite en utilisant des spécifications volées. Quelqu'un à l'intérieur leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, la réponse américaine à cela a montré au monde que les démocraties exécuteraient leurs propres citoyens pour une telle trahison. Julius et Ethel Rosenberg étaient un couple marié qui avait transmis des secrets atomiques aux soviétiques à travers un réseau de contacts. Ils ont été condamnés pour conspiration en vue de commettre de l'espionnage. Et le juge du procès a appelé leur crime pire que le meurtre parce qu'en aidant les soviétiques à obtenir la bombe, ils ont rendu la guerre nucléaire mondiale tout à fait possible, ce qui mettait en danger les vies de fondamentalement tous les gens sur Terre. Le 19 juin 1953, ils sont devenus les premiers civils américains exécutés pour espionnage en temps de paix. Cette trahison atomique a allumé 4 décennies d'espionnage à une échelle que le monde n'avait jamais vue auparavant. Les États-Unis et l'Union soviétique ont émergé de la Seconde Guerre mondiale comme les nouvelles superpuissances mondiales. Et la division idéologique entre eux a donné naissance à un nouveau type de conflit combattu par des guerres par procuration, de la propagande et des espions opérant dans l'ombre. Beaucoup d'historiens considèrent la guerre froide comme l'âge d'or de l'espionnage, une période où les conséquences d'être attrapé sont devenues plus sévères que jamais. Au début des années 50, la ville de Berlin était devenue l'épicentre de l'espionnage de la guerre froide. Voyez-vous, la ville divisée était le seul endroit où l'Est et l'Ouest entraient en contact physique direct, et les deux camps l'ont inondé d'officiers de renseignement, d'agents et d'informateurs.
La CIA et le MI6 britannique ont conçu un plan audacieux pour se brancher sur les communications militaires soviétiques en creusant un tunnel du secteur américain vers Berlin-Est. Les ouvriers ont excavé près de 450 mètres de tunnel passant juste sous la frontière la plus surveillée du monde. Pendant des mois, ils ont écouté avec succès les conversations téléphoniques militaires soviétiques et ont recueilli des renseignements qui semblaient extrêmement précieux. Mais ce que le renseignement occidental ne savait pas, c'est que les soviétiques étaient au courant du tunnel depuis le tout début. Un officier du MI6 britannique nommé George Blake avait assisté aux premières réunions de planification pour l'opération, et Blake était lui-même un agent soviétique. Il avait trahi tout le projet avant même qu'il ne commence. Les soviétiques savaient exactement ce que l'Ouest faisait et auraient pu l'arrêter immédiatement. Mais ils ont choisi de le laisser continuer pendant un moment pour pouvoir transmettre de la désinformation à travers les lignes sur écoute. C'était à quoi ressemblait vraiment la guerre froide. Personne ne pouvait faire confiance à personne, et la paranoïa est devenue une procédure opérationnelle standard des deux côtés. Mais alors que l'Ouest exécutait les espions avec des procès et des pelotons d'exécution, les Soviétiques avaient développé leur propre méthode pour traiter les traîtres. Ils faisaient des exemples brutaux des espions qu'ils attrapaient. Quand un colonel nommé Oleg Penkovsky a été arrêté en 1962, après avoir fourni à l'Ouest des renseignements cruciaux pendant la crise des missiles de Cuba, il a été soumis à un interrogatoire étendu. Le chef interrogateur du KGB a dit plus tard que Penkovsky avait été questionné peu, être une centaine de fois avant son exécution en mai 1963. Mais l'histoire officielle d'un simple peloton d'exécution n'était pas assez effrayante pour le leadership soviétique. Il voulait quelque chose qui terrifierait quiconque pensant à trahir la mère patrie. Donc, des rumeurs ont commencé à circuler à travers le renseignement soviétique que Penkovsky avait en fait été attaché à une civière et poussé vivant dans un crématorium, pendant que d'autres officiers de renseignement étaient forcés de regarder. Un ancien capitaine a affirmé qu'on lui avait montré le film de cette exécution. Tout au long de la guerre froide, les taupes et agents doubles ont croisé les lignes entre héros et traîtres, selon le camp où vous vous teniez. Polyakov était peu, être l'espion le plus précieux que les Américains aient jamais eu. Pendant 25 ans, ce général du GRU a transmis à la CIA des secrets qui ont façonné le cours de l'histoire. Il a transmis des données techniques sur les missiles soviétiques qui ont aidé l'Amérique à comprendre exactement à quoi il faisait face. Il leur a donné les noms d'officiers militaires américains qui travaillaient secrètement comme espions soviétiques. Les informations qu'il a fournies au fil des années ont rempli 25 tiroirs profonds de dossiers au quartier général de la CIA. Mais la chance de Polyakov a finalement tourné. De l'autre côté du monde, des traîtres américains le vendaient à l'ennemi. En 1985, qui est devenu connu comme l'année de l'espion, un officier de la CIA nommé Aldrich Ames est entré dans l'ambassade soviétique à Washington et a remis les noms de pratiquement tous les espions américains opérant à l'intérieur de l'Union soviétique. Il l'a fait pour l'argent. 3 millions d'euros sur les 9 années suivantes. Au moins 10 des personnes qu'il a trahies ont été exécutées comme résultat direct de ce qu'il a dit aux soviétiques. Les compétences que les agences de renseignement ont développées pendant 40 ans de conflits de guerre froide se sont révélées inestimables quand de nouvelles technologies ont émergé. Le cyberespionnage est devenu la nouvelle frontière alors que les nations réalisaient que les réseaux informatiques offraient un accès à des secrets qui auraient nécessité des armées d'agents humains pour collecter dans l'ancien temps. Mais la méthode à l'ancienne survit toujours aux côtés des nouvelles méthodes. Et les principes que Sun Tzu a exposés il y a plus de 2000 ans restent exactement les mêmes aujourd'hui.